bonjour, Benoît Bertrand, donc domaine de Malavieille. Je viens comme témoin et même en tant que voisin, puisque donc on est du côté de Carmont-Lérault, pour ceux qui connaissent, donc on est tout près. Nous sommes passés à la biodynamie en 2005, enfin labellisé donc Déméter en 2005. On est sur une exploitation donc de 71 hectares. Avec donc deux sites, donc, puisque nous sommes donc d'une part derrière le lac du Salagou avec un terrain très particulier et également sur Saint-Saturnin et Montpérou avec un autre type de sol. Et donc la biodynamie commence à se vivre avec cette superficie puisque pour être honnête, quand on s'est mis au bio, on a été labellisé en bio en 2001, on a fait rire. Quand on s'est mis à la biodynamie, donc en 2005, labellisation, on a fait encore plus rire. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même une histoire de déficit d'image. Il y a beaucoup d'agriculteurs et de viticulteurs conventionnels dans mon entourage. Et pour eux, la biodynamie, ça tient plus de la sorcellerie. Donc il faut bien dire les choses comme elles sont. Et pourtant, on a tout à y gagner. Enfin, moi, je pars de ce principe-là, puisque c'est quelque chose quand même qui s'inscrit pleinement dans la philosophie qu'on a de la vigne, c'est-à-dire on prend soin de nos plantes, et puis je m'accrois croire qu'elles nous le rendent bien. Et d'autre part, il y a aussi une question de pérennisation donc des plantations, et on se transmet la propriété de génération en génération. Mes grands-parents l'ont transmise à mes parents, qui peut-être me la passeront, et si tel est le cas, je la passerai soit à ma fille, soit à mes neveux et nièces. Donc c'est quelque chose qui est fondamental d'avoir donc des souches et d'en prendre soin le plus longtemps possible. On a par exemple quelques vieux cèpes de Carignan qui ont 90 ans et d'autres qui vont toucher le siècle. Donc et qui en plus font un excellent vin. Donc la biodynamie, c'est quelque chose de fondamental. Il y a aussi, après, à terme, donc, un aspect commercial qu'on ne peut pas non plus nier. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, puisque, honnêtement, quand on s'y est mis, et effectivement, je rejoins M. Fourès là-dessus, je pense qu'au niveau européen, la France est quand même extrêmement en retard là-dessus, par rapport à des pays d'Europe du Nord, où c'est quand même beaucoup plus connu, implanté, peut-être un peu plus aussi respecté. J'ai des gens qui viennent donc à la propriété pour acheter du vin sans le connaître, mais parce que c'est Déméter en fait. Donc après, ça ne vous dispense pas de faire du bon vin malgré tout. La biodynamie, ça vous aide, mais il faut quand même faire de bonnes choses. Et effectivement, voilà, ça amène du monde. Ça amène aussi du monde donc au Japon, par exemple, en Amérique du Nord. C'est aussi intéressant. Même la Chine commence, disons, enfin maintenant elle sait que ça existe. C'est ce que j'ai pu découvrir lors d'une dernière mission pour essayer de vendre quelques bouteilles. Donc si des pays tels que la Chine commencent à s'y mettre, à mon avis d'ici quelques années on sera beaucoup plus nombreux. Donc pour moi ce n'est que du positif. Après sur 71 hectares, ce qui fait pour le Languedoc-Roussillon, après bon, le Bordelais vous avez tendance à être des fois avoir un peu plus de superficie. Donc en Languedoc-Roussillon, ça fait une exploitation, on va dire, relativement conséquente. C'est du travail, ça fait beaucoup repenser le travail. D'un point de vue purement matériel, ça demande aussi d'avoir, disons, des opérateurs sur la biodynamie qui ont une certaine sensibilité sur le sujet. Parce que si vous ne le faites pas, disons, avec amour, il faut le dire les choses comme elles sont, on a quand même des résultats qui sont moins bons. Donc, à titre d'exemple, on parlait du compost tout à l'heure. Selon moi, c'est, à mon avis, le principal point où on peut vraiment faire la différence avec la biodynamie, une agriculture bio. Moi, personnellement, je n'ai pas connu le conventionnel. Donc, je suis de suite rentré dans la propriété familiale où donc on travaille en bio déjà depuis un certain temps. Donc je ne saurais pas vraiment vous dire, mais effectivement, les années où on fait donc un compost qui a été un peu bâclé ou qui n'est pas terrible, et les années où on l'a vraiment bien réussi, puisque c'est un art de faire le compost, c'est ce qu'on comprend aussi avec la biodynamie, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. On voit quand même la différence assez rapidement, donc d'une année sur l'autre, par rapport à la croissance des vignes et à l'état sanitaire des vignes. Donc ça, ce sont des exemples. Un autre, par exemple, et donc ça, je vous poserai la question après, c'est sur l'intervention d'ovins sur les parcelles. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, si vous avez une minute à m'accorder ensuite.
Et puis après, donc, est-ce que c'est facile de faire de la biodynamie sur sa propriété? Oui, à condition, enfin, c'est mon expérience personnelle, d'avoir un calendrier lunaire, ce que je suggère comme achat. Non seulement vous avez donc le b.a.-ba, des explications sur le fonctionnement, et ça vous dit aussi donc quel jour il est souhaitable de travailler, enfin, d'effectuer tel type de travail, et d'autres jours où effectivement il vaut mieux s'abstenir et faire autre chose. Quoi qu'il en soit, donc la biodynamie, je vous en prie. Donc quoi qu'il en soit, la biodynamie donc permet, de toute façon on s'ennuie pas, hein, donc même s'il y a des jours où on rentre pas dans les vignes, on a autre chose à faire, hein, ça c'est absolument pas un problème. Et par exemple donc les nœuds lunaires sont à éviter, les périodes donc suivant tel ou tel stade de la lune, donc il faut privilégier tel ou tel type de travail. Et même pour des profanes, ce que j'étais il y a encore très très peu de temps. Et donc je pense que reste maintenant, je suis passé de profane à néophyte, on va dire. C'est quand même un outil très utile, très simple à comprendre, pour peu qu'on prenne 10 minutes pour le lire, et ça vous permet de vous aiguiller tout au long de l'année sur le travail. Tout ça pour dire que c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air. Les évolutions donc du marché et des questions, disons, des préoccupations environnementales vis-à-vis de la clientèle, vis-à-vis donc de toute une multitude d'organismes me font penser que de toute façon, d'ici quelques années, on sera effectivement très très nombreux en bio, et la biodynamie, donc à mon avis, est la prochaine étape. Donc voilà. Merci bien pour votre témoignage. Je voudrais vous dire, armez-vous un peu de courage encore parce que vous connaissez les étapes d'une expérience réussie, on vous ignore. Vous finissez par faire rire, on finit par vous mépriser, vous dénigrer, et puis après on essaye de contrarier votre existence, et puis une fois passé ces 4 étapes, en général, ça fonctionne. Vous subsistez, et avec un bon calendrier lunaire, vous amenez les forces contraires dans votre mouvement, et vous grandissez. Donc, est-ce que vous avez des questions, le public a adressé à messieurs Flores et messieurs Bertrand? Oui. Une question, vous parliez tout à l'heure de l'importance du compost. À ce niveau-là, est-ce que chaque biodynamicien, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, fait son propre compost, ou est-ce qu'il y a des regroupements, ou est-ce qu'il y a des sociétés spécialisées pour la fertilisation sur des composts biodynamiques, voilà. Alors, la vigne est une plante qui se suffit en général à elle-même, et quand le sol fonctionne bien, on n'a pas besoin de faire d'apport organique important. Quelquefois, il y a à corriger parce que les sols, pour que la biodynamie marche dans une propriété, il faut qu'il y ait un taux de matière organique suffisant. Quand il y a des taux de matière organique trop faibles, ça ne marche pas très bien. Donc, on va utiliser le compost, mais le compost, ce n'est pas la même idée que le fumier. C'est plutôt une idée de levain dans le sol. C'est plus le levain du boulanger qui va faire lever la pâte que l'apport. Bien sûr, on fait un apport de matière organique, mais j'ai des clients qui apportent 300 kg à l'hectare de compost, c'est-à-dire en matière organique, c'est peanut, c'est rien. Mais ils amènent... Alors, on amène du compost à un stade où on prend des composts qui ont beaucoup de cellulose, de manière à ce que les micro-organismes la décomposent en ose, des sucres, quoi. Et ces sucres sont des nourritures fantastiques pour les champignons. D'ailleurs, sur les tas de fumier, on voit pousser des champignons. Mais dans le sol, on a beaucoup de... Tout ce qui est bactéries et champignons dans le sol se nourrissent de ces matières-là. Donc, non seulement on va apporter des micro-organismes du sol avec le fumier, mais on va amener en même temps de la nourriture pour ces micro-organismes. Donc on va favoriser. Et ensuite, le compost biodynamique est un peu particulier parce que là j'ai passé en vitesse, mais on va utiliser des plantes à l'intérieur à raison de quantité minime, parce qu'on utilise 2 grammes de plantes, et ces plantes ont été préparées, compostées d'une manière très spéciale. Et elles vont éviter que le fumier perde son azote. Son azote va être bloqué un petit peu à l'intérieur du fumier.
et il va être libéré avec beaucoup de circonspection à la plante. C'est-à-dire on ne va pas avoir des explosions d'azote qui vont faire des excès de vigueur, etc. Donc le compost biodynamique est très différent du fumier, quoi. C'est quelque chose avec très peu de matière. On met 2 grammes de 6 préparations pour 10 mètres cubes de fumier. Donc ça fait 12 grammes pour 10 mètres cubes. C'est de l'ordre des impulsions. La biodynamie, on ne travaille pas en quantitatif, on essaie de donner des impulsions, un peu comme l'homéopathie. Et on ne soigne pas directement les maladies. On va se servir de plantes, on parlait de l'effet hélicitaire, mais on utilise 10 grammes de fleurs séchées pour 1 hectare en tisane. Mais ça suffit pour déclencher une réaction des plantes. Donc on va agir par des impulsions un petit peu, et on n'attaque jamais une maladie. S'il y a un gros problème, il faut quand même essayer s'y attaquer. Mais on va essayer de faire un terrain, un peu comme la médecine chinoise, va essayer de faire un terrain qui n'est pas favorable aux maladies. On va essayer de faire une plante qui développe son système immunitaire de manière forte, et qui va résister aux maladies. Et le compost fait partie de ce processus. En général, moi je le fais employer chez les clients au moins 1 ou 2 ans de suite, jusqu'à ce que qu'on ait démarré la survie du sol, la réanimation du sol. Et quand le sol est réanimé, alors après on travaille avec des engrais verts, c'est-à-dire on va se servir de cette formidable usine qu'est le Cosmos. On va, avec quelques kilos de matière minérale par hectare, on va fabriquer 50 ou 60 tonnes de matière organique avec de l'eau, du gaz carbonique et la lumière, en semant des engrais verts qui vont faire de la matière organique naturelle. Et ces engrais verts, on va les couper, les mettre sur le sol, et ça va fournir de la nourriture aux micro-organismes du sol qui vont venir se servir. Et on a rarement des sols nus en biodynamie, justement parce qu'un sol nu, c'est le désert. Et quelquefois, quelques-uns de mes clients qui ont acheté des chevaux, parce que c'est bien en biodynamie, mais qui l'utilisent trop, ils vont à l'encontre de ce qu'on cherche, c'est-à-dire ils détruisent la vie qu'on s'est ingénié à. Un sol nu, c'est un sol mort. Donc s'il reste nu, il ne faut pas qu'il reste nu longtemps. Donc on va essayer soit d'implanter la flore naturelle qui va s'implanter, mais quand le vignoble a besoin de matière organique, et on a un taux de 10% d'augmentation de la matière organique des sols par an, sans faire aucun apport. C'est-à-dire, c'est assez étonnant, avec la bouse de corne, on a une expérimentation qui montre qu'on monte de 10% par an la matière organique, sans faire aucun apport. Ça veut dire que les micro-organismes qui sont morts dans le sol, il y en a à peu près 40 tonnes par hectare de ces microbes, hein, et ces petites bêtes, etc. Elles ont un choix, elles sont sur une espèce de lame, elles peuvent basculer d'un côté ou de l'autre. Soit de pourrir et de faire du méthane et des matières toxiques pour les plantes, soit de se décomposer sous forme de compost, dégager du gaz carbonique et de faire des matières très intéressantes pour les plantes. Et rien que l'humification dans le bon sens de ces matières mortes du sol suffisent à nourrir des cultures. Donc voilà, je suis un peu sorti du compost, mais j'ai parlé de nourriture de plantes. Voilà, ce qu'on essaie de faire en biodynamie, c'est de nourrir avec le cosmos et de revenir le plus près possible de la nature avant l'agriculture. Alors on ne pourra pas revenir à la nature avant l'agriculture, mais on essaie de se rapprocher. Bon, en Bourgogne ou dans Saint-Émilionnais, c'est difficile parce que la vigne, il y a une monoculture. Mais déjà, on essaie de faire, par exemple, des plants de vigne de sélection massale, c'est-à-dire depuis les années 60, on a développé ce qu'on appelle des clones, c'est-à-dire c'est un peu comme le nazisme, hein, on a cherché l'individu parfait de chaque cépage et on a fait 2-3 individus parfaits qu'on a reproduits à des milliards d'exemplaires. Mais malheureusement, si ce clone se comporte mal à un moment donné, par exemple l'année dernière à Bordeaux,
tous les clones ont coulé parce qu'ils étaient issus de la même plante un peu coularde de Merlot. Et il y a eu 40% de perte de récolte. Et dans les vignobles en sélection massale, c'est-à-dire on avait pris des greffons un peu à droite, à gauche sur les jolies vignes avec peut-être moins de circonspection, on a d'abord des vins beaucoup plus riches parce que chaque élément va apporter des éléments de goût un peu différents. Mais aussi, on n'a pas cet inconvénient parce que si l'un va couler, l'autre va produire, etc. Voilà. Je suis bavard. Et donc après, je me permettrai juste d'ajouter, effectivement, et ça c'est la preuve que les choses vont dans le bon sens aussi, vous avez de nos jours de plus en plus donc, de prestataires qui peuvent vous fournir donc, soit les préparats, soit effectivement, je crois donc, qu'il y a de plus en plus donc, de fabricants, en fait, de producteurs donc, d'engrais, d'autres choses, labellisés donc Déméter, et qui effectivement peuvent vous fournir une réponse appropriée. Donc voilà, je veux dire, c'est plus comme il y a quelques années la biodynamie où pour trouver du matériel, pour trouver donc les éléments, les préparats ou autres, il fallait les faire donc vous-même ou disons tisser un réseau pour pouvoir se dépanner. Le fait est que c'est quelque chose qui grossit à son rythme et je pense qu'il à mon avis ira de plus en plus vite dans les années futures. Vous pouvez maintenant trouver donc dans le commerce auprès d'entreprises dédiées. Donc par exemple moi pour certaines huiles essentielles, je travaille avec Biodynamie Service qui est une boîte de la région marseillaise et qui me fournit donc les huiles essentielles dont j'ai besoin puisque Malavieille donc c'est sur un terrain très pauvre. Plutôt avec une terre plutôt acide, donc on ne peut pas non plus avoir exactement, donc faire tout nous-mêmes. C'est le but à atteindre, mais ça demande encore de la recherche. Donc c'est le but vers lequel nous nous dirigeons, mais on n'y est pas encore. Mais je n'espère pas qu'on y arrive bientôt. Les préparations biodynamiques sont, je vous ai dit, à base de bouse de vache. Alors c'est des bouses de vache que l'on met dans des cornes et qu'on laisse, vous voyez, tout l'hiver prendre toutes les forces cosmiques qui viennent du sol. Et alors, au début, on rigolait, mais aujourd'hui, on sait les mesurer, ces forces. Et cette bouse de vache, non seulement elle fait un super compost qui sert un petit peu de modèle aux micro-organismes du sol pour se décomposer dans le bon sens, mais en même temps, elle fournit une énergie que je ne vous décrirai pas parce que c'est trop compliqué, mais on sait aujourd'hui qu'elle dégage quelque chose qui est une impulsion. Je crois que j'ai quelques photos. Voilà l'enterrement des cornes. Alors il existe des groupes régionaux aussi qui font ça et qui ont l'avantage de faire rencontrer les biodynamistes qui peuvent parler entre eux de la biodynamie et c'est très intéressant et en général les personnes quand elles sont venues une fois dans ces groupes elles ne sèchent pas ça c'est les cristaux de quartz qui servent à faire la deuxième préparation qui elle exacerbe plutôt le côté lumière et chaleur alors que la bouse de corne c'est plutôt le côté exubérant. On les assimile à des hormones végétales. La bouse de corne est assimilée à la cytokinine, c'est-à-dire une hormone qui pousse la végétation. Donc trop de bouse de corne, on peut entraîner des maladies, donc il faut y aller doucement. Et la silice, c'est l'organisme qui va en sens inverse. Et elle a plusieurs effets. Alors un effet gibéréline, c'est-à-dire d'allongement des plantes, ça peut transformer un haricot nain en haricot grimpant. Mais sur la vigne, c'est intéressant parce que ça aère les grappes. Donc, on n'a pas besoin d'effeuiller. Mais aussi, c'est un élément qui amène de la lumière et de la chaleur. Par exemple, cette année, les gens qui ont fait 5, 6, 8 silices ont des vins bien mieux finis parce que dans les périodes pluvieuses qu'on a eues, ça a compensé énormément le manque de chaleur et de lumière. Donc, on arrive à contrebalancer, à jouer le yin et le yang un peu avec ces deux préparations. Voilà les dynamiseurs, c'est-à-dire que cette préparation est dynamisée pendant 1 heure et pour que les propriétés de la matière que l'on met dedans,
On doit mettre 100 grammes de bouse de corne pour 1 hectare et 4 grammes de silice. Donc il faut que les propriétés de cette matière solide passent dans l'eau. Et en fait, c'est l'eau qui va transmettre ces impulsions. Ce n'est que des impulsions, parce qu'en quantitatif, il n'y a plus rien. Hein. Alors voilà les engins qui permettent de passer ces préparations. Il y en a de 36 sortes. Ça, c'est un engin qui est tiré derrière un quad pour ne pas trop tasser les sols. En voilà un deuxième. Ça, c'est un essuie-glace de tracteur qui est, vous voyez, 3G. Et ces 3G suivent les mouvements de l'essuie-glace. Et ça suffit, ça retombe en pluie. Et ça suffit pour placer le... ici, nous avons le compost. Ça, c'est des clients à moi du Gers qui font... alors, eux, ils font des rendements de 90 ou 100 hecto-hectares. Ce sont des vins qui sont pas... Ils ne cherchent pas à garder ces vins. C'est des vins de comptoir qui sont bu très vite dans les restaurants. Et ils font des rendements importants. Donc, vous voyez, leur compost, ils rajoutent des plumes dedans. Et donc, ils ont des taux d'azote assez importants. Là, on met les 6 préparations, vous voyez, dans le compost. On les introduit dans le tas de fumier. Voilà, dans la région bordelaise, un autre tas de compost. Alors, je voulais vous montrer cette photo. Vous voyez, là, c'est une propriété d'une 40aine d'hectares dans la région, à la limite de la Dordogne et du Bordelais, mais il déclare en Bordeaux. Il est déméter depuis 2 ou 3 ans. Et il avait tenu à faire... ce que je fais dans toutes les grosses propriétés, une parcelle témoin d'une vigne qui est traitée uniquement en bio et une qui reçoit les préparations biodynamiques. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de recul mais vous voyez la vigne de droite, même la couleur et la pousse est très différente. Et je n'ai pas pu photographier, mais il y avait un autre témoin de l'autre côté. Et vous voyez que là, la vigne est beaucoup plus exubérante, c'est-à-dire qu'on voit des effets sensibles sur la vigne assez rapidement, dès la première année. Et même, alors là, j'ai pas pu, mais si on va plus loin parce qu'il y a un gradient, on voit que les préparations biodynamiques sur les 2-3 premiers rangs ont quand même eu un petit impact. Mais si on regardait les rangs plus loin, mais j'avais pas assez de recul pour les photographier, on s'aperçoit que eux sont vraiment jaunes et on avait très peu de pousses. Et quand on comptait les fleurs fécondées sur ces différentes vignes, il y avait un écart de près de 30%. Donc c'est quand même intéressant. Moi, si je suis resté dans la biodynamie, c'est parce que j'ai pu voir des résultats tangibles. Hein. Voilà. Alors, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on compare les sols. Là, c'est dès la première année. Vous voyez à gauche le sol qui est en bio. Ils étaient en bio depuis 10 ans. Hein, donc, le sol de gauche, c'est un sol bio. Vous voyez déjà le sol biodynamique, il est déjà beaucoup plus noir. Et vous voyez qu'il y a beaucoup plus de glomérules. Bon, un biodynamiste, on les reconnaît, ils se trimballent toujours avec une fourche pour voir si leur biodynamie fait effet. En fait, c'est très visuel sur la structure des sols. Et quand on n'a pas de différence sensible, on cherche pourquoi, si la qualité de l'eau de dynamisation est suffisante. On s'est aperçu, par exemple, chez un viticulteur qu'il avait une eau trop calcaire et que son eau ne marchait pas du tout. Donc on a recueilli de l'eau de pluie pour faire, et on a obtenu un résultat. Mais on ne reste pas en disant la biodynamie c'est magique. On essaie de voir que les résultats sont tangibles. Quoi. Je peux vous montrer d'autres photos. Voilà des engrais verts. C'est de la févrole avec de l'avoine. Alors, l'avoine a un effet allélopathique, ça veut dire qu'elle tue les autres graminées. Donc, on a un ennemi énorme, c'est le chien-dent. Moi, je considère qu'un vignoble qui a du chien-dent ne peut pas faire une très grande qualité parce que le chien-dent mange toute la qualité. Et donc, on élimine le chien-dent par ce processus, mais en même temps, on fait un engrais vert qui apporte pas mal. Ça, c'est un chai au Portugal d'un biodynamiste qui fait un très bon vin. Ça, c'est un chai à Pontet-Canet, c'est un grand cru du Bordelais qui va passer en Déméter cette année.
Et alors, on travaille aussi beaucoup avec les formes, parce qu'il nous semble que le vin est immobile dans un récipient quand on ne le touche pas. Et en fait, il y a un phénomène énorme. Le vin ne vieillit pas de la même manière dans différentes formes. Donc, suivant ce qu'on veut obtenir, on utilise soit des amphores, soit des œufs. Mais la barrique est déjà une forme d'œuf. Voilà. Et la forme tronconique... ah non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas la forme tronconique. Mais c'est des cuves en bois tronconiques qu'on utilise aussi pour les fermentations. Et ça c'est un vignoble de la vallée du Douro dont je me suis occupé et qui est sur des pentes assez vertigineuses. Il y a des endroits où il faut se tenir au piquet pour... voilà. Mais c'était pour voir un beau paysage pour la conclusion, parce que la biodynamie, c'est aussi des paysages. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On aurait pu intituler cet atelier Voyage en biodynamie. Oui, une question, pardon, je ne vous avais pas vu au fond. Bonjour. Alors, je peux vous poser une question aux deux interlocuteurs. Déjà, la durée de votre certification, déjà, vous avez dit 1 an ou 2 ans, donc je voudrais juste avoir un petit peu plus de précision. Ensuite, ma deuxième question, de savoir, est-ce que vous avez calculé les coûts lors de votre passage en culture bio et en biodynamie? Et comment faites-vous pour les traitements obligatoires? Bon, alors déjà quand on passe du conventionnel au bio, on divise par 5 à peu près la facture de produit, hein, si ce n'est plus. C'est-à-dire on doit utiliser entre 150 et 200 euros à l'hectare de cuivre et soufre divers. Voilà. Par contre, les produits biodynamiques ne sont pas chers du tout. Souvent, ils sont produits sur la propriété. Par contre, il y a un certain nombre de passages. Mais alors, quand on commence la biodynamie, Déméter demande 2 passages. Un passage de bouse de corne et un passage de silice minimum. Bon, c'est vraiment un minimum. Mais ça fait des passages en plus. Alors souvent, on prend des quads. Ça se passe assez vite, parce que ça se passe à 7 ou 8 à l'heure avec un quad, par exemple. Donc, ça se passe assez vite. Il y en a qui le font à la main aussi, parce qu'ils ont des petits vignobles. J'en ai une dans la région de Madiran, où je dis, vous avez 5 hectares, vous allez passer à la main. Et seulement, elle a des pentes comme ça. Et quand vous avez fait 3 fois la montée, bon. Et ensuite, pour les traitements obligatoires, pour le moment, on est dans le statu quo. C'est-à-dire que les gens achètent les produits, ils ne les mettent pas. Mais ce n'est pas une solution. Moi, je prône aujourd'hui, et là, on a notre assemblée générale bientôt, pour qu'on ait un autre processus que les conventionnels, parce que nous, on n'accepte pas une cause, un remède, un problème, un remède. Nous, on dit que c'est un ensemble. Alors, on n'a pas de résultats suffisamment scientifiques pour dire que la biodynamie diminue la flavescence dorée. Mais par exemple, moi, j'ai un vignoble au Portugal, dans la région, alors pas dans cette région, dans la région du Vinho Verde. Elle est entourée de vignes qui sont toutes mortes de flavescence. C'est-à-dire qu'ils ont ce qu'on appelle les ramadas, c'est des espèces de treilles sous lesquelles les particuliers cultivent leur jardin pour avoir un peu d'ombre, autrement ça brûle. Et tout est jaune ou rouge, il n'y a plus un raisin depuis des années. Et le Portugal n'avait pas pris de mesure. Et ce client a 14 hectares au milieu. Il a coupé 150 pieds. Au début, je lui ai fait brûler 150 pieds sur ces 14 hectares. Ce qui est important, parce que les pieds, ils font la largeur de la pièce, hein, parce qu'il est tiré en cordon sur... Et depuis, je crois qu'il a supprimé 25 pieds. C'est-à-dire que la maladie... Alors, la vigne est souvent porteuse saine. C'est-à-dire qu'elle peut être porteur du phytoplasme et ne pas l'exprimer. Il semble que la biodynamie permet ça. Et c'est une maladie curieuse qu'on ne connaît pas bien. Et même les gens de l'INRA qui sont très étonnés parce que
ils se sont aperçus qu'en coupant un côté d'un pied qui avait la flavescence dorée, l'autre côté est reparti. Et en fait, le phytoplasme ne devait pas être dans tout le pied. Ils ne comprennent pas très bien comment ça marche. Et je propose, moi, un protocole aussi sévère que la destruction des cicadelles, mais parce qu'on considère que la destruction des cicadelles n'est pas une solution, parce qu'elle se balade sur autre chose que la vigne. Donc on peut traiter toutes les vignes du monde. Et le phytoplasme n'est pas que sur la vigne. On trouve le phytoplasme dans des plantes comme le chèvrefeuille, certains arbres de marais, comme les vergnes, enfin les aulnes. Donc le phytoplasme n'est pas que sur la vigne. Donc on va essayer d'étudier un processus pour pas dire on fait rien contre la flavescence dorée. Au contraire, on essaie de prendre des mesures qui correspondent à nos convictions. C'est-à-dire quand on a passé 15 ans ou 20 ans que notre ami bourguignon Giboulot, là, qui a pas fait d'insecticide depuis 20 ans et qui n'a pas besoin d'en faire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'insectes. Chez lui, il n'y avait pas de cicadelles, mais à titre de prévention, il fallait traiter. Donc ça, c'est complètement idiot. C'est comme si vous faisiez une chimiothérapie au cas où vous ayez quelques cellules cancéreuses, quoi. C'est aussi idiot que ça, quoi. Donc on veut essayer de trouver d'autres solutions qui soient pertinentes. Et d'autre part, on considère que la flavescence dorée est une maladie certes grave, mais ce n'est pas le phylloxéra et c'est une maladie qui n'est pas plus grave que l'ESCA. Donc on suppose que les firmes de phytopharmacie ont amplifié le bruit autour de la flavescence dorée pour vendre des produits aussi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, oui, si vous permettez, et puis vous enchaînerez derrière. Jessica donne. Oui, simplement, au niveau de la biodiversité, est-ce que vous avez un protocole bien précis? Quelles sont un petit peu les idées que vous avez là-dessus? Non, on n'a pas. Il faut s'adapter au lieu parce qu'on a tellement de lieux. Mais bon, le principe, c'est quand même de développer la biodiversité. On va très loin, si vous voulez. On considère qu'une propriété, un des moyens pour considérer qu'une propriété en biodynamie, c'est de compter les espèces d'oiseaux qui viennent dessus. Et contrairement à ce qu'on peut penser, quand dans toute une région, il y a 12 espèces d'oiseaux, on peut en compter 27 ou 28 dans une propriété depuis longtemps en biodynamie, si elle a une certaine surface, parce qu'ils retrouvent à manger, ils retrouvent des milieux naturels. Donc on essaie de replanter des haies, mais on essaie de replanter des haies qui sont aussi pris dans la nature autour, pas des arbres d'hiver, mais on s'adapte à chaque... mais quelquefois, moi, il m'est arrivé d'avoir des autoroutes qui coupaient une propriété et qui faisaient des retenues d'eau. Donc, on a planté des sols pour pomper 500 litres d'eau par jour et assainir un endroit. Enfin, c'est la biodynamie. On commence avec quelques principes pour commencer avec un espèce de calendrier. Mais en fait, la biodynamie, c'est vraiment du sur-mesure et on fait. Moi, j'ai lancé une centaine de propriétés, même plus, et je ne peux pas dire que j'ai fait la même chose dans aucune d'elles, quoi. C'est du sur-mesure parce qu'on observe les plantes. Bon, c'est un peu bruyant. Donc après, voilà, de mon expérience personnelle, donc effectivement, je rejoins, c'est du sur-mesure. Ça peut notamment, donc une aide, c'est de laisser donc un enherbement conséquent en bordure de vigne. Bon, de toute façon, de l'herbe, moi, dans mes vignes, malheureusement, j'en ai toujours. Hein. Je peux faire ce que je peux. Chez moi, c'est un peu la jungle, il faut quand même le reconnaître. Hein. Après, c'est de l'observation continue. Par exemple, donc, toujours s'assurer d'une population de coccinelles, par exemple. Donc, on sait que ça peut tolérer une certaine quantité de soufre, mais quand même pas trop. Donc, on gère ça là-dessus. Parallèlement, là, cet hiver, j'ai un chantier prévu donc, de voir avec le communauté des communes donc, de chez moi. On va essayer de développer, donc, de mettre en place des abris pour les pipistrelles donc, du Languedoc, dont on s'est aperçu, on pense notamment que
en milieu donc favorable, à savoir avec donc les papillons du ver de la Grappe. La chauve-souris du Languedoc pourrait être amenée à se nourrir de 50% de son alimentation pourrait se constituer de papillons de ver de la Grappe. C'est une proie de prédilection. Et donc ça c'est un moyen, je crois que c'est un peu la dépression. C'est un moyen simple et qui a un coût qui se limite à quelques planches et des clous, donc des planches non traitées pour les suspendre en hauteur sur les haies et donc pour faire ces abris. Donc là c'est le projet pour cet hiver. Donc je serai peut-être la prochaine coup, je serai peut-être en mesure de vous donner des exemples concrets. Après, pour ce qui est du coût du matériel, pour débuter, en fait, je vous dirais 500 €. C'est ce que nous a coûté donc un chaudron en cuivre pour commencer notre première dynamisation. Après, pour le reste, ça a été du bricolage à partir d'un vieil appareil à sulfater qu'on a recyclé, donc un appareil pur la biodynamie, donc avec un essuie-glace de tracteur pour les pulvérisations donc de silice. Et après, donc, on a adapté aussi pour ce qui est donc la bouse de corne. Puisque ça, effectivement, ce sont, on va dire, les deux préparats qu'on passe donc pour commencer et avec lesquels, d'ailleurs, on peut observer des résultats significatifs. Merci. Je crois qu'il y a une grande question. Je vous en prie. Oui, par exemple, la 501, c'est la silice, donc c'est à faire éventuellement, donc notamment avant la récolte, donc 2 à 4 semaines avant la récolte. Et comme la bouse de corne, à faire donc à la fin des vendanges, tant que vous avez encore des feuilles. D'ailleurs, moi, je viens de finir il n'y a pas très longtemps. En appareil de pulvé, vous avez quoi? Un appareil de Pulvé. De pulvé. Donc pour la biodynamie, du coup, maintenant, j'ai un dynamiseur donc dédié à la biodynamie. Donnez-moi une minute, je vais prendre une photo. Voilà. Donc après, on a arrêté. Au fur et à mesure, en fait, on investit un petit peu. Hein, c'est comme tout le monde. Alors, donc, merci beaucoup. Alors, j'essaye de vous trouver ça de suite. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est mon dynamiseur. Donc là vous avez notre dynamiseur. Bon, je m'excuse, c'est les photos qui ont été prises ce matin avant de venir, donc c'est peut-être pas sous son meilleur profil. Et après, voilà. Ça c'est donc l'appareil qui nous sert, qui est dédié à la biodynamie en fait. Donc c'est voilà, attelage 3 points. Vous avez donc une cardan pour la ventilation pour la 501. La bouse de corne ne nécessite pas de ventilation. Vous avez, je vous explique un peu. Voilà, là vous avez en fait cuve de remplissage, donc les 2 cheminées pour la ventilation, pour la silice. Et là vous avez donc ces 2 petites antennes. C'est pour la bouse de corne en fait, donc c'est articulé et ça pulvérise un jet donc pour faire comme une sorte de pluie, comme disait Monsieur Fourès. Voilà. Ah si, c'est pas le vent, ou même la pluie, donc en petites quantités, c'est pas un problème en fait, si vous voulez. L'idée c'est de faire une ambiance plus que de vraiment appliquer feuille par feuille. Si vous traitez le sol, il n'y a pas de problème. Non, il y a quelques impératifs. Il ne faut pas que la cuve ait reçu d'autres produits avant, parce que la dynamisation est extrêmement sensible et la présence de produits de synthèse, par exemple, ça détruit complètement la dynamisation. C'est pas la peine de faire. Il faut une cuve neuve et il ne faut pas de retour à la cuve parce que ça détruit aussi la dynamisation. Voilà. Mais bon, non, on s'adapte petit à petit. Je vous propose de clôturer l'atelier et de vous rejoindre derrière si vous voulez pour avoir quelques échanges plus intimes. Je crois que le prochain enjeu de la RSE, ça sera la musicologie dans la vigne et dans le vin. Je crois que d'ailleurs il y a des expériences qui sont faites dans le cave. Donc en cave, on a des expériences de musicologie. Je vous remercie en tout cas pour votre présence. Et je vous dis donc à bientôt pour les ateliers de demain matin et demain soir, en espérant qu'ils seront plus calmes.